Voilà, nous allons enchaîner. Alors, il y avait une chaise vide, mais ça y est, elle va se remplir. Marvin Victor vient d'arriver. Bonjour Marvin, assieds-toi. Et voilà, nous allons enchaîner donc avec une nouvelle rencontre au Café des Libraires qui fermera ses portes à 19 h. Donc, nous avons encore quelques rencontres cet après-midi. Vous savez donc que le Café des Libraires, c'est le lieu des libraires, et la libraire de cet après-midi s'appelle Natacha de la Simone. Elle est libraire à l'Atelier dans le 20e à Paris. Bonjour. Bienvenue Natacha, et merci d'être avec nous, d'avoir lu les livres et d'avoir préparé cette intervention avec les auteurs qui sont présents sur ce plateau. Donc cet après-midi, on parlera avec Eduardo Antonio Parra de son livre de nouvelles Les limites de la nuit, paru chez Zulma. Et c'est Claudine Rimatei qui assure la traduction. Merci Claudine. On parlera avec Eric Miles Williamson de Bienvenue à Auckland, un livre paru chez Fayard. Et c'est la chef des interprètes, Dominique Chevalier, qui assure la traduction d'Eric Miles, avec qui maintenant elle a une vieille histoire, j'allais dire, parce qu'elle le traduit extrêmement souvent. Et puis, nous parlerons avec Marvin, qui vient de nous rejoindre. Tu as vraiment l'air d'un petit garçon maintenant que tu as coupé tes dreadlocks. Hein. Merci beaucoup. Marvin Victor, qui nous parlera de son livre Corps mêlé, paru aux éditions Gallimard. Voilà, nous allons commencer tout de suite. Alors, je pense qu'on va commencer par Eric Miles Williamson, parce que justement Dominique est très très occupé. Je crois qu'Eric a un programme assez chargé aussi. Donc je rappelle qu'il est né à Auckland en Californie, comme Jack London. Il a grandi dans les quartiers pauvres, il a été ouvrier, il aurait aimé être musicien de jazz. Mais grâce à Dieu, c'est l'écriture qui l'a appelé. Nous, on est très contents puisqu'on aime ses livres. Voilà, et on va... Alors, il écrit pourquoi ? Eh bien, il va, je pense, nous le dire. Et on va parler aujourd'hui de son livre qui a été traduit par Alexandre... Alors, je ne sais pas comment on le prononce. Tiljes. Voilà. Et c'est Natacha qui va nous en dire un mot. Alors, ce Café des libraires a pour intitulé Perturbation, des personnages à bout de nerfs ou sur la tangente. Et il s'agit pour moi de vous planter le décor. Et de fait, le décor est loin d'être anodin dans ces trois romans. Il y a une sorte d'effet de contamination qui fait que l'environnement lui-même est hostile. On a un pays dévasté, une campagne aride, une ville tendue, fiévreuve. Il y a aussi un fleuve frontière mortifère. Le décor lui-même, finalement, est à vif. Et pour meubler ces décors, l'action, c'est du sang, de l'alcool, du sexe, le tout triste, brutal. Et d'ailleurs, chacun de ces ouvrages démarre sur un coup de poing, comme on dirait des incipits, comme un uppercut à chaque fois. Et chacun dans un style d'écriture, par contre, très différent. On commence donc par Monsieur Williamson, et je vais vous lire la phrase qui introduit son roman. Elle est très brève, mais elle donne bien le là. « Rien ne me rend plus heureux que de vivre dans un trou, et je dois dire que j'ai vécu dans des sacrés trous de merde. » Donc, bienvenue à Auckland. Un des habitants de cette ville prend la parole, et il raconte ce qu'a été sa vie. Une enfance avec une mère... c'est même pas peu présente, pas présente, une sorte de père d'adoption, des amis avec qui passer surtout des soirées d'ivrognerie avancée, des années de galère où rien ne marche, où tout tourne au fiasco. En fait, tout est déceptif. Donc, Monsieur Williamson, il y a deux caractéristiques de votre roman qui, me semble-t-il, d'emblée se dégagent. C'est une première personne du singulier que vous employez, avec d'autres indices dans l'histoire qui suggèrent une forte part autobiographique. En tout cas, on comprend que ce qui se dit a été vécu intimement, et ce qui prédomine dans cette vie, c'est la rage. Donc, elle se déverse par un rythme de phrases brutales, violentes, débordées d'injures, des mots orduriers, bordel, putain, connard, ce sont les plus fréquents.
et les plus sympathiques par rapport au reste. Mais je crois qu'elle prend plaisir à les prononcer sur le plateau du Café des libraires. Enfin, elle a la liberté de le faire. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer ce qui suscite cette rage, qui est sans cesse mâchée, remâchée, dans un long ressassement qui fait tout le roman, par T. Bud Murphy, qui est le narrateur et une sorte de anti-héros? There is a complacency that permeates American culture. Il y a une espèce de complaisance qui affecte toute la culture américaine. Our biggest health problem is that we are too fat. Notre problème de santé principal, c'est qu'on est obèse. And she was describing the book as having a marginalized character. Vous décriviez le livre comme étant plein de personnages marginalisés. But the character is only marginalized because that's all that America doesn't pay attention to these people. They are the majority. Mais en fait, s'ils sont marginalisés, c'est parce que l'Amérique ne fait pas attention à eux. C'est la majorité. The majority of Americans work in terrible jobs for low wages in awful places. La majorité des Américains font des boulots inintéressants, très mal payés, dans des conditions épouvantables. That's not what the media portrays, though. They portray beautiful beach bunnies bouncing around in the ocean. C'est évidemment pas le portrait qu'en font les médias. Les médias vous montrent des jolies personnes qui sont sur la plage et qui font des cabrioles dans les vagues. And rich people strolling down the street in Manhattan, which only has a couple million people. Et des gens riches qui se baladent dans les rues à Manhattan, qui après tout ne contient que 2 millions de personnes. Most of the people sweat it out for a living and live miserable lives, just trying to pay the bills. I've never had a savings account in my life, and I'm a college professor. I live check by check. Alors que la plupart des gens vivent au jour le jour des vies absolument misérables. Pour vous donner une idée, je suis professeur d'université. Je n'ai jamais eu de compte épargne de ma vie. Je vis de chèque en chèque, enfin de bulletin de salaire en bulletin de salaire. So of course I'm enraged. I got sold an American dream that doesn't exist. I went to college, I got 5 college degrees, only to end up with less money than I would have made if I'd stayed a construction worker. Alors évidemment que je suis enragée. J'ai 5 diplômes universitaires. Je suis professeur d'université et au jour d'aujourd'hui, je gagne moins que si j'étais resté ouvrier dans le bâtiment. Being poor sucks, and if people that aren't poor don't think it does, just wait till the poor people finally get skinny instead of fat. Être pauvre, ça craint. Et si les gens qui ne le sont pas disent que ça n'est pas vrai, eh bien qu'ils attendent que les pauvres redeviennent bien squelettiques au lieu d'être obèses, et ils verront. There's going to be hell to pay in America when the poor people finally get hungry. Ça va être vraiment le bazar en Amérique le jour où les pauvres auront vraiment faim. Now, most of the people that come from where I come from don't go to college and write books. La plupart des gens qui vivent de là où je viens ne vont pas à l'université et n'écrivent pas des bouquins. They stay where they are and boil and seethe. Ils restent où ils sont et ils sont au point de bouillir de bouillir et d'être exaspérés. And so I wrote a book, several books, a lot of books, that express that, hoping that someone would notice. Alors j'ai écrit un livre, plusieurs livres, beaucoup de livres, qui essayent d'exprimer ça, en espérant qu'un jour ou l'autre, quelqu'un allait remarquer. Both the people on top, so that they would have a little bit of fear about this. À la fois les gens du haut, pour qu'ils prennent peut-être un tout petit peu peur. And the people on the bottom where I come from, so they might see that they did have a voice. Ainsi que les gens du bas, d'où je viens, pour qu'ils se rendent compte que peut-être, par moment, ils ont quand même une voix. I live on the Texas-Mexico border, Rio Grande Valley. Je vis dans la vallée du Rio Grande, à la limite entre le Texas et le Mexique. By Reynosa, sir.
The violence there is extreme because the poverty for America is extreme. By Mexican standards, we're not poor. Reynosa is poor. But by American standards, I live in a very poor place. La violence y est extrême, et c'est parce que, du point de vue américain, c'est une région extraordinairement pauvre. Du point de vue mexicain, Reynosa, qui est de l'autre côté de la frontière, évidemment non, c'est plutôt riche. Mais vu par rapport au niveau de vie américain, c'est extraordinairement pauvre. But the poor in America along the Rio Grande River and the poor in Mexico along the Rio Grande River have a lot more in common with each other than they do with the rich people in Manhattan. Mais les pauvres de ce côté de la frontière et les pauvres du côté de la frontière mexicaine ont beaucoup plus en commun que les deux groupes de pauvres n'ont en commun avec les gens de Manhattan. And when they finally get together, instead of fighting, it's going to be a good rockin' time. Et quand les uns et les autres des pauvres de part et d'autre de la frontière se rassemblent, là, ça sera rock'n'roll. Alors je pense que vraiment ça c'est la réponse elle est claire et nette et je pense que vous imaginez si vous ne connaissez pas encore les livres de Rick Miles Williamson ce choc qu'ils nous font éprouver, mais en même temps, c'est vrai qu'on découvre beaucoup de choses, nous, de ce côté-ci de l'Atlantique, mais ce que je voudrais savoir, en l'écoutant parler ainsi, puisqu'on sent bien que c'est... Voilà, il veut témoigner de cela, même si c'est à travers la fiction et à travers des romans, il veut témoigner de cela. Comment est-ce que vos livres sont reçus, alors, là-bas, aux États-Unis? Est-ce que, justement, ce message, cette description que vous faites, fait réagir? In America, I'm encountered either with rage or utter disdain. Alors, en Amérique, je suis reçu soit avec rage, soit avec le plus profond dédain. My novels tend to be read by dissidents. Mes romans, ce sont les dissidents qui les lisent. What makes people more pissed off is my criticism. I have 4 books of literary criticism. Alors, ce qui énerve le plus les gens, ce sont mes livres de critique. J'ai écrit 4 livres de critique littéraire. And because I'm a tenured professor and don't have to worry about a paycheck. Et parce que mon poste, alors ça c'est un truc américain, il a littéralement la tenure. C'est un mot qu'on employait au Moyen-Âge, nous on ne l'emploie plus maintenant. Ça veut dire que son poste est officiel, il est comme, si vous voulez, fonctionnaire. On ne peut pas le virer. Donc, puisque j'ai la tenure et que je n'ai pas besoin de m'inquiéter de mon prochain bulletin de salaire, I can't get fired for what I say. On ne peut pas me virer pour ce que je raconte. And so I say whatever the fuck I want. Et donc, je dis ce que j'ai putain de misère envie de dire. And so I don't lie, and I critique the books written by establishment writers in such a way that I can't be ignored. Et donc, je fais la critique des livres de ces écrivains de l'establishment exactement comme je le sens, sans mentir. Et de cette façon-là, je vous garantis qu'on ne peut pas m'ignorer. I get hate mail and threats. Ne vous inquiétez pas, je reçois mon lot de menaces et de mails de haine. And then I invite them down to where I live to meet with me, and nobody's ever taken me up on it. Et alors, je réponds en les invitant à venir dans le coin où j'habite. Jusqu'à présent, personne ne l'a fait. Et vos livres de critique ne sont pas traduits en français, que je sache, mais on peut en avoir une idée, et c'est un des passages qui m'a le plus marqué dans votre roman, qui est un passage central, et il est précisément au milieu, à partir de la page 148 jusqu'à 155, quelque chose comme ça, et qui pour moi est un endroit clé de votre écriture. Vous vous adressez à ce moment-là, le narrateur s'adresse au lecteur et va vraiment l'alpaguer, l'interpeller de façon très virulente. Et en fait, c'est comme l'occasion d'un cours de littérature, une sorte de manifeste sur la perfection et l'imperfection dans la littérature. Et je voulais justement vous demander de développer ça, ne pouvant pas lire vos livres de critique par ailleurs.
Ruskin, in the 19th century in England, wrote a book called The Stones of Venice. Ruskin, au XIXe siècle, en Angleterre, a écrit un livre qui s'appelle Les pierres de Venise, He was talking about medieval and Renaissance architecture. le sujet en était l'architecture médiévale et l'architecture Renaissance. He argued that it was more beautiful than Greek and Roman architecture. Son propos était de démontrer que c'était une architecture qui était plus belle que l'architecture latine et grecque, Because it was imperfect. parce qu'elle était imparfaite. Perfection can be made in a glass bead factory, he argued. Son propos, c'était de dire que dans une fabrique de verre, on peut atteindre la perfection. The reason a pearl is worth more than a perfect glass bead Et la raison pour laquelle la perle a plus de valeur que la perle de verre parfaite, is because it's imperfect c'est parce que justement la perle est imparfaite and unique. et donc unique. And so when we have a writer like John Updike, whom I despise, I'm glad he's dead, Et donc quand on a par exemple un écrivain comme John Updike, que je méprise et dont je suis content qu'il soit mort, he wrote perfect sentences. He never made a mistake. il écrivait des phrases parfaites, il faisait jamais une erreur. Henry Miller made a lot of mistakes. He was a sloppy writer. Quant à Henry Miller, lui, il faisait plein de fautes. C'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de soins, un écrivain qui n'avait pas beaucoup de soins. But he was a much greater writer than Updike because he tried to do things that he was incapable of. He strove for the unattainable. Mais c'est un bien meilleur écrivain que ne sera jamais John Updike parce qu'il essayait toujours d'atteindre l'inatteignable. Il essayait toujours d'aller plus loin. If all you strive for is what's attainable, then why strive for it at all? Si la seule chose pour laquelle vous faites des efforts, c'est ce qui est atteignable, alors c'est pas la peine de faire un effort. Thomas Pynchon is another example of this. His works are crazy, over the top, and sloppy in many places. He fails in many places. Thomas Pynchon, c'est un autre exemple. Thomas Pynchon, il est moins connu en France. Voilà quelqu'un qui parfois exagère, mais de manière épouvantable, fait des erreurs partout. Et cependant, But when he is great, he is better than any writer in America. mais quand il est formidable, alors il est meilleur que n'importe quel écrivain américain. Samuel Beckett said in his book, I can't remember the title, that the goal is to fail better. Samuel Beckett, dont j'oublie le titre du livre maintenant, a dit « Le but, c'est de rater mieux ». Any artist worth a shit knows he's going to fail, but the goal, like Beckett says, is to fail better. N'importe quel artiste qui vaut mieux que de la merde sait que de toute façon, il va rater. Mais comme le dit Beckett, le but, c'est de rater mieux. Je crois qu'on peut s'arrêter là. On n'a pas beaucoup parlé de ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Moi, je vous invite à le découvrir parce qu'il n'y a pas que... Effectivement, il y a cette violence, cette description terrible de cette pauvreté et il y a aussi la solidarité, heureusement, la tendresse aussi, même si il n'apparaît pas très tendre comme ça. Voilà, bienvenue à Auckland, paru aux éditions Fayard, et signé Eric Miles Williamson. Et franchement, nous on le suit depuis le début. On a lu ses premiers livres, hein, entre autres Noir Béton. C'est traduit en français. Oui, c'est le 3e traduit en français, et c'est vraiment formidable. Voilà. Donc, alors d'ailleurs, je crois qu'il y a une cohorte de jeunes femmes qui l'attendent de tout à l'heure. Je crois elles sont à peu près 15. Il a dit que ça faisait un peu beaucoup. Peut-être 3-4, ça suffirait. Enfin bon, voilà, je fais passer le message au cas où. Voilà, nous allons donc enchaîner maintenant avec un livre extrêmement différent et dans le style et par le sujet qu'il aborde. C'est celui de Marvin Victor. Marvin est né et a longtemps vécu à Port-au-Prince. Il écrit des nouvelles, il peint, il fait des documentaires et des courts-métrages. En 2007, il a été le 2e lauréat du prix du jeune écrivain francophone pour son texte « Je, moi-même ». Lors du séisme du 12 janvier 2010 à Haïti, il était à New York
Et il attendra 2 mois pour rentrer. Il nous dira peut-être pourquoi. Et c'est cet événement qui a inspiré l'écriture de ce livre paru aux éditions Gallimard et qui s'intitule Corps mêlés. Un livre qui lui a valu le Grand Prix du roman de la Société des gens de lettres. Il a aussi été finaliste du prix des 5 continents de la francophonie. Donc peintre, écrivain, cinéaste, Corps mêlés, voilà un titre qui veut dire beaucoup aussi. Alors, Corps mêlés, c'est donc votre premier roman. On va dire il s'agit d'une femme à la quarantaine abîmée qui erre dans Port-au-Prince en ruine. Elle est à la recherche de celui qu'elle a connu enfant, qu'elle a aimé enfant, et à qui elle veut révéler qu'il est le père de cette fille juste morte sous les décombres. Et c'est un long monologue très douloureux et qui évoque ce qui fut sa vie dans son village natal et puis dans la capitale où elle n'était pas plus heureuse. Le lecteur n'est pas moins malmené que dans le roman d'Eric Miles Williamson, et la scène inaugurale est particulièrement frappante et saisissante. C'est sur une bonne dizaine de pages. La narratrice évoque l'accouchement de sa mère, c'est-à-dire sa mère l'enfantant elle. Et on a tous les détails qui sont abondamment fournis. Les adjectifs donnent le ton. Il y a gluant, scélérate, déplorable, malpropre. Donc on parlait d'environnement hostile et c'est bien le cas, c'est implacable. Et puis, il y a cette dévastation qui est d'abord là en sourdine et puis qui monte de plus en plus de ce désordre de la nature, de cette violence qui s'acharne sur votre pays, et qui est ce tremblement de terre. Alors, il y a 2 ans, au festival, Gary Victor était venu présenter un livre où le tremblement de terre était aussi central. Mais chez vous, il est peut-être encore plus présent, évidemment. Est-ce que vous avez voulu dire la violence de la vie à Haïti et que cette figure du tremblement de terre est pour vous une sorte de véhicule romanesque idéal? Ou bien est-ce que c'est le choc du tremblement de terre que vous avez donc vécu à distance qui a provoqué votre écriture? Eh ben, j'étais en train de devenir fou, en fait. Parce que j'ai décidé de devenir une femme pour pouvoir écrire cette histoire. J'étais à New York et j'avais des notes sur l'histoire, sur le personnage central. Qui existait déjà pour un autre livre. Ouais, c'est ça. Donc, et du coup, je me suis dit, bon, il faut y aller, quoi. Il faut toucher l'extrême. Et je me suis mis à me promener dans les rues de New York en femme pour pouvoir vraiment incarner ce personnage. Et regardez, en fait, vous ne m'avez pas reconnu tout à l'heure. C'est parce que j'avais des dreads pour devenir vraiment une femme, en fait. Et j'ai beaucoup souffert. Hein. C'est au moment où j'ai vu que j'allais vraiment devenir une femme, en fait. Et ouais. Et c'est pour ça la scène où il y a la scène dans la douche où il y avait Simon Madère qui est le personnage secondaire et ils pouvaient pas coucher ensemble. L'homme qu'elle recherche, ouais, cet homme qu'elle recherche. Ouais. Et dans le roman, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu vraiment une scène. C'était vraiment comment je peux dire ça? Mais je vois pas, vois pas le rapport entre le tremblement de terre et le fait qu'il faille que l'auteur devienne une femme, ressente cela comme une femme. Parce que je pouvais pas échapper à ce qui se passait en Haïti, en fait. Et j'étais loin. Je me suis dit, t'es rien, t'es qu'un écrivain, en fait. Tu pourras pas aider les gens tu peux rien faire. Alors fais ce que au moins tu sais faire. Et du coup, je voulais incarner une femme pour me cacher aussi. Et j'avais honte parce que j'ai appelé personne quand c'est arrivé. Mais est-ce que c'est du coup que pour vous, la figure de la femme est associée à la souffrance et que vous avez l'impression d'être plus proche de... Non, en fait, j'ai pensé que devenir une femme, prendre le jeu d'une femme, parce que je pense que les femmes sont plus fortes que nous les hommes.
je me suis dit, bon, ça va marcher, en fait. Et comme ça, C'est quelque chose que l'on dit beaucoup en Haïti. J'ai souvent entendu là-bas, quand on fait des interviews d'écrivains haïtiens, parce que aussi, très souvent, les pères sont absents. Il y a beaucoup de pères absents en Haïti. Et c'est peut-être ça. J'ai pas connu mon père, moi. Mais votre personnage féminin, mais il y en a d'autres personnages féminins secondaires, Ursula, est très très malmenée. Ceci dit, dans les 3 romans, il ne fait vraiment pas bon être une femme. D'ailleurs, Monsieur Williamson, j'ai du mal à me figurer les États-Unis comme le pays où les femmes sont toutes des salopes qui vont se faire troncher, qui rêvent que de ça et qui vont maltraiter les hommes. Mais peut-être si vous le dites... Moi, c'est un peu le sentiment que... Mais peut-être je voulais vous suggérer de vous exiler et de venir en France. Vous verrez, Eduardo Antonio Parra, c'est pas beaucoup plus chaleureux. Mais justement, chez Marvin Victor, ce qui est très étonnant, c'est que vous avez choisi de prendre comme personnage principal, comme narrateur et unique narrateur, une narratrice. Vous venez de nous donner des clés, mais c'est assez fort j'imagine, pour un écrivain homme de prendre la voix d'un personnage féminin. En plus, à la première personne, vous prenez pas le biais d'une 3e personne descriptive, vous êtes dans sa voix. Oui, parce que j'ai toujours vécu avec des femmes aussi. C'est-à-dire, j'écoutais les femmes parler et je me suis dit, un homme ne peut pas raconter cette histoire. Ça doit être une femme, en fait. Et une femme dévorée par elle-même, par la ville, par le pays, partout, en fait. Et c'est pour ça qu'elle retombe en enfance et qu'elle fait ses digressions, en fait. Et où elle ne peut même pas s'arrêter parce que les phrases sont longues. C'est comme si c'était pas de l'écrit, en fait. Ouais. Oui, surtout que vous le doublez en fait parce qu'elle a une fille. Et en fait, vous doublez son personnage, enfin même voir... c'est toute une génération en fait, puisqu'il y a sa mère à elle, qui est un personnage en errance, qui se désociabilise totalement, qui a une drôle de vie. Et elle-même a une fille qui va devenir prostituée. Elle est morte, ouais, c'est ça. C'est quand même... Vous dites à la fois que c'est des femmes fortes et en même temps... Ouais, elle était aussi dévorée par sa fille. C'est son unique enfant qui fait des choses qui déconnent, en fait. Parce qu'elle voulait que s'élever avec sa propre fille est plus haut que le palmier royal. Elle le dit dans le texte aussi. Et est-ce que ce serait alors une sorte de... Je sais pas, une métaphore de la ville elle-même ou du pays ? C'est du pays, de la ville aussi, qui a été particulièrement frappée par le... Qui se dévorerait aussi. Ouais, c'est ça. C'est un style en plus tout à fait particulier, tout à fait... je ne sais pas comment le définir, mais c'est vrai qu'on a envie de le lire comme ça, un peu dans la continuité, comme on imagine que ce monologue se déroule dans la tête de cette femme. Alors, je voulais savoir, Marvin, comme tu as dit tout à l'heure, qu'en fait, tu l'as écrit parce qu'il fallait que tu fasses quelque chose après ce qui s'était passé là-bas. Une fois que le livre a été écrit, alors, une fois que le livre est lu, que tu rencontres tes lecteurs, qu'est-ce que tu éprouves ? Tu as l'impression d'avoir réussi ce que tu voulais faire ? Ah oui, tout à fait, parce que depuis l'âge de 13 ans, j'ai voulu devenir écrivain, artiste, et je me suis dit, c'est chez Gallimard, sinon je ne publie pas. Ouais. Eh bien. Ouais, c'est clair, si Gallimard n'avait pas accepté, bah... Et vous comptez adapter un film et vous avez prévu aussi... Ouais, j'y pense ces derniers temps, ouais. Pour le livre ? Ouais, mais je dois attendre encore un petit peu. Ouais, vous avez prévu de le faire avec qui ? Pas encore. Je cherche, j'ai une galerie de visages de femmes, maintenant. Ça va pas être facile, hein, ça c'est sûr. Hein. Merci Marvin. Corps mêlé, donc paru aux éditions Gallimard et nulle part ailleurs.
Eduardo Antonio Parra, vous êtes né à Monterrey, au Mexique. Vous écrivez dans une prose, dit-on, qui s'inscrit dans la lignée de la grande littérature mexicaine. Vous avez fait des études de lettres hispaniques au Mexique. Et puis après, vous vous êtes consacré assez vite, en fait, à l'écriture. Vos livres ont été publiés en Espagne, au Chili, en Uruguay, et puis aussi vers nous, vers l'anglais, le français, l'espagnol. Vous avez remporté plusieurs prix littéraires, dont le prix de la nouvelle Juan Rulfo, en 2000. Voilà, et nous allons parler ici d'un recueil de nouvelles traduit par François Gaudry et qui s'intitule « Les limites de la nuit », un livre paru aux éditions Zulma. Alors, les éditions Zulma, qui sont de très bonnes éditions aussi, hein. On les reconnaît tout de suite. Mon rêve, hein. On les reconnaît tout de suite grâce aux couvertures magnifiques aussi. Alors, ça va être plus embarrassant pour vous présenter un petit peu les histoires, puisqu'il y a plusieurs nouvelles. 9 nouvelles. 9 nouvelles, qui en même temps sont assez articulées les unes avec les autres. Le recueil entame la série avec une histoire sordide d'une vengeance entre des amis d'enfance dont l'un d'eux a trahi un serment passé plus jeune en allant s'exiler chez les gringos et une nuit il revient et ça se passe mal. Pas comme vous le croyez, mais ça se passe mal. Ensuite c'est un homme qui s'épanche le temps d'une nuit de débauche. Il fait le point sur sa vie et avant de prendre une décision extrême que vous redoutez de se voir réaliser. Plus loin dans l'histoire, il y a aussi dans le recueil, il y a un long monologue qui raconte le sale tour qu'on lui a fait et comment il se venge. Et c'est assez saisissant. C'est pour ça que je ne peux pas trop vous en parler parce que ce sont des nouvelles, donc tout tient à la chute et trop s'approcher de l'histoire vous dévoilerait la chute. Mais rassurez-vous, le cadre n'est pas plus avenant que précédemment. En gros, les villes sont toutes hérissées de poignards, de sales types qui sont prêts à agresser le premier venu. Il y a comme ça quelque chose de très vif. Et la nuit domine. Alors, le titre en témoigne, les limites de la nuit. Et en fait, il y a même une nouvelle que je trouve magnifique et plus déployée dans la longueur, où Eduardo Antonio Parra, il accentue la noirceur en plongeant la ville entière dans l'obscurité, en créant une panne d'électricité générale en pleine nuit. Et forcément, on se demande, est-ce que c'est une attirance personnelle pour le monde noctambule pour la nuit, ou bien est-ce que ce noir de la nuit vous sert à dépeindre la noirceur de la vie et des hommes? Creo que las dos cosas. Sí hay una fascinación por el mundo nocturno, pero también creo que hay una diferencia entre el mundo diurno y el mundo nocturno, sobre todo en Monterrey, que es el lugar donde sucede la mayoría de las historias. Eh bien, ma réponse est un peu les deux. Effectivement, j'ai une grande fascination pour le monde nocturne. Mais en fait, il faut savoir que surtout à Monterrey, il y a une très, très grande différence entre le monde de jour et le monde de la nuit. Estas historias yo las escribí a finales de los años 90. Monterrey en ese entonces era una ciudad modelo en México, era la ciudad más pujante económicamente, la más, digamos, decente en cuestión moral, sí, todo eso. Moi, j'ai écrit ces nouvelles, en fait, à la fin des années 90, quand Monterrey était encore une ville modèle pour le Mexique. C'était vraiment le grand centre économique mexicain qui donnait toute son impulsion à l'économie. Una ciudad que siempre sigue los modelos norteamericanos, está a 200 kilómetros de la frontera, siempre quiere ser San Antonio, quiere ser Houston. C'est une ville qui est à peine à 200 km de la frontière et qui a toujours voulu être le bon élève des États-Unis. Ils veulent tout faire comme les Américains et ils veulent être le San Antonio du Mexique. Una ciudad donde todo el mundo decía que no pasaba nada, que todo era perfecto, que reinaba siempre el orden. Y en las noches yo veía en Monterrey que era todo lo contrario. Entonces yo quería contar esas noches para que los que vivían de día se enteraran de lo que ocurría en el otro extremo del día.
Parce que les gens qui vivaient à Monterrey disaient toujours que c'était une ville très très calme, qu'il ne se passait jamais rien, que c'était la ville modèle. Et moi, je savais parfaitement tout ce qui se passait la nuit. Donc, j'ai voulu écrire pour que les gens qui ne connaissaient pas cette partie de leur ville sachent exactement de quoi il en était. Et qu'est-ce qu'il en est de fait? Quelles sont ces nuits de Monterrey? Toda la gente que trabajaba todo el día, porque es una ciudad también de muchos trabajadores, de muy trabajadora, digamos. Toda la gente se transformaba. Si queremos hablar desde un punto de vista mítico, eran como hombres lobo, cambiaban, se les veía la ansiedad en las miradas, se les veía el resentimiento, se les veía la ira a punto de explotar, ¿no? Eh bien, en fait, Monterrey est une ville où les gens travaillent énormément. C'est une ville vraiment de travailleurs. Et moi, j'avais remarqué que les mêmes personnes qui travaillaient énormément dans la journée, pour reprendre une métaphore mythologique, devenaient des hommes loups le soir. C'est-à-dire qu'on voyait peut-être presque la transformation de leur visage avec cette rage dans les yeux et presque le museau qui croissait. Y esos eran los seres que a mí me interesaba retratar en estas historias, ¿no? El reverso de ese Monterrey modelo en México, ¿no? Del modelo de ciudad. Moi, c'est ça que j'avais envie de raconter, c'est-à-dire le revers de la médaille et l'autre face de ces personnes que l'on voyait tellement sages et tellement travailleuses dans la journée. Esto era en los años 90. Ahora Monterrey es un estallido constante y es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Ça, c'était en 90, bien entendu. Et maintenant, malheureusement, Monterrey est devenue une des villes les plus violentes du monde. Entonces, no sé, era como haber visto una especie de, como dicen, el huevo de una serpiente, ¿no? Ya se veía lo que estaba por venir. C'est comme on dit au Mexique, c'était comme voir l'œuf d'un serpent. C'est-à-dire qu'on voyait l'œuf, on savait exactement qu'est-ce qu'il allait en sortir. De fait, dans chaque nouvelle, peut-être aussi par la forme brève de la nouvelle, cette forme narrative spéciale, c'est assez oppressant comme univers. Bon, je passe le fait que les femmes sont elles aussi toutes des salopes, toutes des pupes, et on peut supposer... On passe le fait ou on pose une question? On peut. Peut-être c'est à cause de la frontière avec les États-Unis qui déteignent furieusement sur le Mexique aussi. Lo que pasa es que, así como describo cómo era la ciudad en esa época, las mujeres que no eran putas ya estaban dormidas. C'est-à-dire que quand j'ai écrit effectivement ces nouvelles, les femmes qui n'étaient pas des putes dormaient. No, siempre me han gustado este tipo de personajes. Creo que son los más auténticos porque viven siempre en una especie de situación límite y siempre he creído que la situación límite nos quita todos los disfraces culturales para dejar al desnudo la humanidad tal como es. Non, en fait, moi, j'ai toujours aimé décrire ces personnages parce que je pense que c'est des personnages qui vont toujours à l'extrême, aux limites. Moi, j'adore les limites parce que je pense que c'est les limites qui nous font tomber tous les masques, qui mettent vraiment tous les personnages à nu. De fait, il y a peut-être deux personnages auxquels je pense dans les nouvelles. Une, justement, qui joue sur cette frontière-là avec la prostitution. C'est embarrassant parce que vous allez la lire... Mais c'est un personnage très très intéressant, donc qui arpente les rues, qui a mis une robe très moulante, rouge, qui a mis ses talons, elle souffre avec les talons, et en fait on sent qu'elle frôle, elle flirte, et on comprend à la fin à quoi elle joue. Et c'est une nouvelle très troublante justement sur l'ambivalence qu'on peut porter chacun. Et il y a un autre personnage qui, elle, a beaucoup moins choisi de jouer avec le feu, mais qui se retrouve bizarrement aussi, alors qu'elle est installée dans une histoire d'amour classique, et qui se retrouve aussi dans cette posture-là d'une femme abusée et qui va l'être d'autant plus. Los personajes femeninos también me atraen mucho, sobre todo en México, ¿no? Donde la presión social y la presión cultural es muy fuerte sobre ellos, ¿no? El primer personaje que mencionaste, por ejemplo, a ver. Oui, j'aime beaucoup parler des femmes et surtout dans un pays comme le Mexique, très machiste, où la pression culturelle est très très forte sur les femmes.
está, digamos, en un conflicto interno muy importante, muy fuerte, porque quiere dedicarse a la prostitución por venganza, pero por otro lado están todas sus tradiciones culturales, todas sus tradiciones familiares que la están presionando hacia el otro lado. Et le personnage auquel vous faites allusion, effectivement, lutte contre deux désirs. Elle veut être prostituée pour se venger de son mari, mais à la fois, elle est retenue par toutes ces traditions, le poids des traditions morales et culturelles. On s'arrête là ? On s'arrête là ? On s'arrête là parce que le reste, il faut le découvrir dans les livres. Bien sûr, je sais, on devait aussi parler de la musique et tout ça, mais on ne peut jamais parler de tout. La musique est présente. Particulièrement dans le livre de Bienvenue à Auckland. Il y a des passages magnifiques sur la musique. De la trompette. Et dans le décor de Eduardo Antonio Parra aussi, on sent presque la vibration de la musique dans les deux cas. Je rappelle les titres des livres. Eduardo Antonio Parra, Les limites de la nuit, paru aux éditions Zulma, un livre traduit par François Gaudry. Le livre de Marvin Victor Cormélé, paru aux éditions Gallimard. Et puis le livre d'Eric Miles Williamson, Bienvenue à Auckland, paru aux éditions Fayard et traduit donc par, je vais essayer de le dire cette fois, par Alexandre Tilger. Super. Voilà, merci à vous et merci à toi, bien sûr, Natacha. Et puis merci à Dominique et à Claudine aussi pour les traductions. Voilà.